Bonjour, voici une liste d'exercices à faire pour bien comprendre le chapitre P5 comme exercice d'entraînement avant de faire les exercices un petit peu plus difficiles en classe. Alors, nous avons ici une cartographie de 4 champs vectoriels et on vous demande d'identifier les champs uniformes. Alors, je vous rappelle que pour qu'un champ soit uniforme, il faut que le vecteur associé à ce champ ait même direction en tout point de l'espace considéré, même sens et même norme. Donc on peut voir ici par exemple que le champ électrique qui est dû à cette charge ponctuelle, eh bien les vecteurs n'ont pas tous la même direction, puisque la direction ici est radiale, donc ils n'ont pas tous la même direction. Donc déjà, on peut éliminer cette situation. Ensuite, pour celui-ci maintenant, le champ gravitationnel terrestre. Bien, là encore, vous pouvez voir que le champ est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Donc si on se situe ici, la flèche est comme ceci, alors qu'ici, elle est comme cela. Vous voyez bien que ces deux vecteurs n'ont pas la même direction. Donc là encore, on peut éliminer ce champ gravitationnel terrestre. À présent, pour le champ électrique entre les armatures, eh bien, nous avons bien un champ qui est uniforme puisque les vecteurs ont tous même direction, même sens et même norme. C'est-à-dire que la longueur ici des flèches qui représentent E, en ce point comme en ce point ou même à un autre point, eh bien, est toujours la même. Donc effectivement, ici, on peut considérer que le champ électrique entre les armatures est bien un champ uniforme. De la même façon, dans cette petite région de l'espace, eh bien, le champ de pesanteur terrestre est toujours vertical, dirigé vers le bas, et dont la longueur de la flèche, qui est proportionnelle à la valeur de G, est identique en tout point. Donc là encore, on peut considérer que le champ de pesanteur eh bien, est uniforme. On passe à l'exercice numéro 7, page 251. Alors on a représenté ci-dessous les armatures d'un condensateur plan que vous voyez ici et là, qui sont reliées aux bornes d'une source de tension continue. Donc ici la source de tension continue. Les plaques ici sont distantes d'une distance petit d qui fait 20 cm et la source de tension ici impose une tension de 10 kV. Alors, on vous demande de déterminer les caractéristiques, direction, sens et valeur du champ électrique grand E qui règne entre les plaques. Ça, c'est vraiment du cours. Donc, je vous laisse répondre et puis vous mettez sur pause et on corrige ensuite. Donc, effectivement, le champ électrique a une direction qui est perpendiculaire aux armatures du condensateur. Il est orienté, ce champ de l'armature, toujours chargé positivement vers celle chargée négativement. Et enfin, sa valeur est, par définition, valeur de la tension. Attention, il faudra toujours prendre la valeur de la tension positive, c'est-à-dire la valeur absolue. Bon, ici, la tension étant positive, je n'ai pas écrit valeur absolue, divisé par la distance entre les deux plaques. Et donc, au niveau du calcul, cela donne ceci. N'oubliez pas de tout convertir, la tension en volts et la distance en mètres, et on obtient avec deux chiffres significatifs 5,0, 10 puissance 4 volts par mètre. On vous demande ensuite de représenter le vecteur E en différentes positions entre les armatures, sans souci d'échelle, mais avec cohérence. Donc le champ électrique E, puisqu'il est uniforme, il a partout entre les plaques la même direction, le même sens et la même valeur. Il suffit donc de représenter deux flèches, ou trois comme vous voulez, en différents points de l'espace, attention, à l'intérieur de ce condensateur, avec des flèches qui respectent ce que l'on a dit juste ici. Donc vous pouvez le représenter par exemple comme ceci. L'important, ce n'est pas la longueur des flèches ici, puisqu'on ne vous demande pas d'échelle, mais de faire des flèches tout le temps de la même taille. On passe à l'exercice numéro 9. On a représenté ci-dessous le vecteur accélération d'un point mobile petit m en mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. On vous demande de déterminer les coordonnées du vecteur accélération petit a du point M dans le repère OIJ. Vous mettez sur pause et vous le faites. Ici, les coordonnées du vecteur accélération sont données par ces valeurs-là. Donc, AX, c'est-à-dire c'est ce point-là
en abscisse. Hein. C'est ce point-là moins celui-ci en abscisse. Donc on fait au niveau de la flèche moins ici au niveau du départ. Donc on est à 4 ici et à 2. Donc 4 moins 2, ça fait donc 2 mètres par seconde. Et pour AY, attention, ici on fait cette valeur-là, donc ici en liant verticalement cette fois-ci, 1 moins au niveau de la pointe de la flèche, 2. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc effectivement, on s'aperçoit que pour aller de là à là, j'avance de 2 carreaux vers la droite et je descends de 1 carreau vers la gauche. Donc quand je me déplace horizontalement, c'est AX, quand je me déplace verticalement, c'est AY. Attention aux valeurs qui peuvent être positives ou négatives. Et enfin, deuxième question, on vous demande de calculer la valeur petit a de l'accélération en m. Nous avons les coordonnées AX et AY. Et bien pour donc AX, ça correspond à cette distance-là, enfin cette valeur-là, pardon. AY, ça correspond à cette valeur-là. Vous voyez que ça forme un triangle rectangle dont l'hypoténuse est A. Donc on peut écrire que l'accélération, c'est la racine carrée de ax carré plus ay carré. Oh, il y a une petite faute là, c'est ay, pardon, ay carré, vous corrigez. Hein. Et donc il suffit de faire le calcul. J'ai marqué ici en gris uniquement les unités, mais n'oubliez pas, en fait, les unités, il ne faut pas les écrire hein, dans le calcul. C'est juste pour vous indiquer ici à quoi se correspondent ces chiffres-là. Et on trouve une valeur de 2,2 mètres par seconde carré. On fait le numéro 10. On étudie le mouvement du centre de masse d'une bille dans un champ de pesanteur uniforme. C'est le champ ici qui est matérialisé par petit g. Le mouvement de cette bille soumise uniquement à son poids est étudié dans un référentiel terrestre que l'on supposera galiléen, auquel on associe le repère OXY, donc avec les vecteurs unitaires OIJ. À l'aide de la deuxième loi de Newton, exprimez le vecteur accélération du centre de masse de la bille. Vous mettez sur pause et vous le faites et on corrige après. Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire le système étudié. Ici, c'est le centre de masse d'une bille. Puis, on passe au référentiel, qui est ici terrestre considéré comme galiléen. N'oubliez pas d'écrire ça à chaque fois, même si ce n'est pas demandé. C'est vraiment, c'est au niveau d'ailleurs de votre livre du réflexe numéro 1, page 248, c'est la première chose que l'on vous dit. Je lis le réflexe 1, dans tous les cas, une étude de mouvement débute par la définition du système et du référentiel et par l'inventaire des forces exercées sur le système. Donc vraiment, il faut faire cette démarche à chaque fois. Donc on passe au bilan des forces. Ici, on vous le dit, la bille n'est soumise qu'à son poids, donc je l'écris, seul le poids donc existe. J'écris sa formule vectorielle. Et enfin, je passe à la deuxième loi Newton. Il faut vraiment l'écrire exactement comme je vous le montre ici. Hein. Deuxième loi Newton, vous l'écrivez dans son intégralité, c'est-à-dire somme de toutes les forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par l'accélération du système. Et on va remplacer somme des forces extérieures par les forces qui s'appliquent, à savoir ici le poids. Donc P est égal à M fois vecteur A. Et puis je vais remplacer l'expression du poids par sa forme vectorielle, donc mg égale ma. Du coup, on peut simplifier cette expression par m, et il en vient que l'accélération est égale au champ de pesanteur petit g. Donc là, je viens d'exprimer le vecteur accélération du centre de masse de la bille. Donc je viens de répondre à la première question. Et enfin, on vous demande d'en déterminer ses coordonnées cartésiennes. Donc ici, les coordonnées cartésiennes de A correspondront aux coordonnées cartésiennes de G. Or, vous voyez que la coordonnée selon x est nulle, puisque cette coordonnée moins celle-ci, on trouve 0. Donc selon l'axe horizontal, AX du coup est nul, puisque GX est nul. Pour la coordonnée verticale, attention, l'axe est dirigé vers le haut, mais G est dirigé vers le bas. Donc ici, vous avez cette coordonnée qui vaut moins G. Donc on vient
de déterminer les coordonnées cartésiennes de l'accélération. On passe à l'exercice numéro 11, page 251. Un positon, qui est une particule de charge petit e et de masse petit m, pénètre dans un champ électrique uniforme créé entre deux plaques P1 et P2. Donc vous avez la plaque P1 ici au niveau supérieur et la plaque P2 au niveau inférieur ici. On suppose que le positon n'est soumis qu'à une seule force électrique, que l'on va appeler grand F, et son mouvement est étudié dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen. On vous demande de représenter sur le schéma le vecteur champ électrique, donc grand E, pour que le positon suive la trajectoire orange. Allez, je vous laisse réfléchir, vous mettez sur pause et on corrige ensuite. Donc ici, on constate sur la figure que le positon est dévié vers le haut. Donc, cela veut dire que la force qu'il subit, qui est la force électrique, doit être orientée vers le haut, c'est-à-dire donc de P2 vers P1, donc verticale dirigée vers le haut. Or, la force et le champ électrique sont liés par la relation F est égal à Q fois grand E. Or, ici, dans cette situation, Q, la charge Q, c'est la charge du positon qui est égale à plus E, et E étant la charge élémentaire, donc on a quelque chose de positif. Ainsi, on va avoir le vecteur F et le vecteur E qui seront collinéaires et de même sens. Puisque F, on avait dit qu'il était vertical orienté vers le haut, et bien il en sera de même pour E. Donc effectivement, on a un champ électrique qui est vertical dirigé vers le haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? N'oubliez pas, le vecteur E est toujours orienté de la plaque positive vers la plaque négative. Ça veut dire ici que la plaque P2 est chargée positivement et la plaque P1 sera chargée négativement. En effet, puisque le positon est chargé positivement, puisque sa charge est E, eh bien il va être attiré par la plaque chargée négativement. Alors on passe à la deuxième question. Alors en appliquant la deuxième loi Newton, exprimez le vecteur accélération du positon assimilé à un corps ponctuel et déterminez ses coordonnées cartésiennes. Donc la première chose à faire, encore réflexe numéro 1, j'indique le système étudié, ici c'est le positon de charge E et de masse petit m, le référentiel dans lequel on va travailler, c'est-à-dire ici terrestre, considéré comme galiléen, puis n'oubliez pas, c'est toujours la même chose, on fait le bilan des forces, donc ici on a vu que le positon n'était soumis qu'à une seule force électrique F, donc je l'écris et j'écris la valeur de la force vectorielle. Or, on l'a vu que petit q est égal à E, donc ça c'est la forme générale, et là vous l'appliquez à la situation. Ensuite, on fait la deuxième loi Newton, on l'exprime d'une façon très générale, somme des forces égale ma, puis on va l'appliquer à la situation. Donc ici, la somme des forces, il n'y en a qu'une, c'est elle, donc qui est égale à ma. Je vais remplacer F par son expression, ça me donne ceci, et donc j'en déduis le vecteur accélération qui vaut petit e sur petit m fois le champ grand E. Et maintenant, on me demande de trouver ses coordonnées cartésiennes. Donc, pour trouver les coordonnées cartésiennes de A, eh bien, j'ai besoin des coordonnées cartésiennes de E. Alors ici, n'oubliez pas, E sur M étant positif, ces deux vecteurs seront collinéaires et de même sens. Donc ici, petit a sera vertical dirigé vers le haut. Quelles sont les coordonnées de E dans ce repère? Vous voyez bien que la coordonnée de E selon x est nulle. Par contre, la coordonnée de E selon y, elle est justement, ce vecteur, il est selon OY, et dans le même sens, on peut écrire que les coordonnées de A seront E sur M, EX pour AX, et pour AY, E sur M, EY. Or, on a vu que pour la coordonnée de E selon X est nulle, donc ici on va avoir une accélération nulle. Et par contre pour AY, eh bien on pourra écrire que c'est E sur M, oh il manque la barre de fraction, fois grand E. On passe à l'exercice numéro 12, page 251. Une athlète lance un poids assimilé à un point matériel dans un champ de pesanteur uniforme. On représente ci-dessous la situation du lancer à la date t égale à 0. Attention,
Petit piège, ici, regardez bien comment est orienté votre repère. Et on vous demande dans la première question, dans quel référentiel le mouvement du poids est-il étudié? Vous essayez de faire l'exercice dans son intégralité, vous mettez sur pause et on corrige après. Alors, dans quel référentiel le mouvement du poids est-il étudié? Eh bien, tout simplement ici, l'étude du mouvement du poids se fait dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, on vous demande d'exprimer les coordonnées cartésiennes du vecteur position initiale au G0. Donc, n'oubliez pas, G0 est situé ici sur l'axe OY. Donc, on va pouvoir écrire que le vecteur position initiale a pour coordonnées, donc OG0, avec les valeurs x0, y0. x0 ici, puisque le point G0 est situé sur l'axe des ordonnées, il sera x0 donc est nul, c'est une position donc en mètres, et pour y0, eh bien, il est situé à 2 mètres, ici c'est indiqué par cette représentation. Et on va faire la même chose pour la vitesse. Alors, on l'a vu dans le cours, pour trouver les coordonnées de la vitesse, il suffit de projeter ce vecteur sur l'axe des y et sur l'axe des x. Vous voyez que dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Pour l'axe, pour Vx0, si je projette sur l'axe des x, ça correspond à cette distance-là. Or, cette distance-là, dans ce triangle rectangle, ça correspond au côté adjacent à cet angle. Donc, on va utiliser le cosinus et donc on trouve V0 cosinus alpha. V0 étant ici la valeur de l'hypoténuse, ici. De la même façon, pour Vy0, eh bien, je fais un projeté orthogonal de V0 sur l'axe Y, ce qui correspond donc à cette distance-là, qui est la même que celle-ci. Or, celle-ci, c'est justement le côté opposé à l'angle dans le triangle rectangle qui est situé ici. Donc, je vais utiliser le sinus alpha, qui vaut donc justement la valeur recherchée V0Y divisé par l'hypoténuse V0. Donc du coup, on pourra écrire que la coordonnée de la vitesse initiale selon Y sera égale à V0 sinus alpha. Alors, parmi les schémas proposés ci-dessous, on veut savoir lequel ou lesquels traduisent les conditions initiales suivantes. Attention, vous avez deux conditions initiales. Une condition initiale sur la vitesse et sur la position. Alors déjà, sur la vitesse, on s'aperçoit que la coordonnée horizontale est positive, alors que la coordonnée verticale est négative. Donc on aura une flèche qui sera effectivement dans cette orientation-là. Alors ça peut être celle-ci, celle-ci ou celle-ci, mais pas celle-ci, parce que là, on a une coordonnée verticale qui est également positive. Or, ce n'est pas le cas. Donc on peut éliminer cette situation-là. Ensuite, par rapport à ça, les trois sont corrects. On va voir maintenant pour la position initiale de G0. Il suffit de trouver le point G0 qui a comme pour coordonnées x égale 1 et x0 égale 1 et z0 égale 3 mètres. Donc il n'y a que cette situation qui est correcte. Allez, on fait le numéro 14, page 252. Les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération d'un point matériel grand M dans un repère orthonormé OIJK et lié à un référentiel terrestre sont données ici. Donc les coordonnées selon x et z sont nulles, seule la coordonnée selon y est positive et vaut 6,2 mètres par seconde. On vous demande de déterminer les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse dans le cas où le vecteur vitesse initiale a pour coordonnées V0 qui vous sont données ici. Allez, vous mettez sur pause et vous essayez de le faire. Donc ici, il va falloir rechercher les primitives de chaque coordonnée de vecteur accélération, puis d'utiliser les conditions initiales indiquées pour trouver les constantes en fait manquantes. Donc puisque j'ai encore oublié la barre de fraction ici, excusez-moi. Donc si l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, alors les coordonnées de V, que l'on va appeler Vx, Vy, Vz, vont pouvoir s'écrire. Alors pour la première, il faut
ce que vous allez écrire ici, lorsque vous le dérivez, il faut trouver 0. Or, la seule dérivée possible, c'est quand on dérive une constante. Donc ici, je vais l'appeler par exemple Cx. Pour V, Y, attention là, je trouve une constante. Donc ça veut dire que eh bien, Vy est égal à 6,2 fois t, plus donc une constante, puisque lorsque je vais la dériver, celle-ci deviendra nulle. Et enfin, pour Vz, là encore, puisque vous avez une valeur de 0, pour l'accélération, ça veut dire que sa primitive est une constante, que je vais appeler par exemple Cz. Donc le but ici, c'est de trouver maintenant quelles sont ces valeurs des constantes. Or, la vitesse sera égale à ça, quel que soit le moment, dont le moment à t égale à 0. Donc ça veut dire que à t égale à 0, la vitesse qui est égale à v0, eh bien, ces valeurs-là devront être égales à celle-ci. Ainsi, ça veut dire qu'on retrouve ici la valeur de Cx. Là, à t égale à 0, je remplace par cette valeur, mais je mets t égale à 0, donc ce terme-là va s'annuler. J'aurai plus que Cy, et enfin, pareil pour Cz. Donc vous comprenez bien que Cx est égal à 0, Cy est égal à 5 mètres par seconde, et enfin Cz, 7,8 mètres par seconde. Donc on va pouvoir écrire ça, et du coup, les coordonnées cartésiennes de la vitesse s'écrivent ainsi, avec toutes les valeurs qui sont données ici en mètres par seconde. Exercice numéro 15, page 252. Une boule de pétanque est lancée dans un champ de pesanteur uniforme. À l'instant initial, son centre de masse, que je vais appeler grand P, coïncide avec l'origine du repère, OIJ. Et dans ce repère, les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse du point P sont exprimées de la façon suivante. On vous demande de déterminer les coordonnées cartésiennes du vecteur position à la date t égale à 0 pour OP0. Vous mettez sur pause et vous essayez de faire l'exercice. On me donne ici les coordonnées du vecteur, vitesse, mais on me demande les coordonnées de position. Or, ici, on nous dit qu'à l'instant initial, eh bien, son centre de masse P coïncide avec l'origine du repère. Ça veut dire que P est sur O. Donc, les coordonnées s'écrivent tout simplement 0, 0. Et les valeurs sont données en mètres. Enfin, on vous demande d'établir les coordonnées cartésiennes de OP. Donc OP au cours de son mouvement. Donc le OP va bouger. Alors du coup, pour trouver OP, il va falloir trouver les primitives des coordonnées du vecteur vitesse et d'utiliser cette condition initiale. Puisque la vitesse est la dérivée du vecteur position, eh bien alors les coordonnées de OP vont s'écrire comme ceci, sachant que ce que vous allez écrire là, quand vous allez le dériver, eh bien, il faut retrouver la valeur ici de Vx. De la même façon, quand vous allez dériver ce que vous avez écrit là, il faut retrouver cette valeur-là. Donc ici, puisqu'on a une constante, eh bien, ça veut dire tout simplement que ce sera cette constante multipliée par la variable t plus une constante que l'on déterminera tout à l'heure. Pour la coordonnée y, attention, là, vous avez déjà une variable. Donc n'oubliez pas du coup de multiplier ici par 1,5 et de le mettre au carré. Et puis ici, puisque vous avez une constante, on va multiplier par t. Donc ça devient moins 1,5. Décidément, j'ai un problème avec mes barres de fraction. Il manque une barre de fraction ici. Moins 1,5 fois 9,81 t carré moins 6t plus donc une constante à déterminer. Voilà, donc on a presque fini le travail, il n'y a plus qu'à déterminer ces constantes-là. En effet, les valeurs que j'indique ici sont valables tout le temps, dont les valeurs dont au temps t égale à 0. Donc effectivement, à t égale à 0, eh bien j'ai OP0 qui sera égal à, alors je remplace t par 0, et dx donc doit être égal à x0. Donc si vous le faites, vous remplacez ici et là par 0, vous devez trouver y et qui est égal à y0, c'est-à-dire 0. Donc, on retrouve ici que dx et dy sont nuls. Et donc, je peux simplifier cette expression pour écrire les coordonnées de OP comme étant celles indiquées ici. Allez, exercice numéro 20, page 253. Pour servir au tennis, un joueur placé en haut lance une balle verticalement et la frappe en A, à une hauteur ici par rapport à O qui fait H 2,7 mètres au-dessus du sol.
Donc ici, c'est le sol. Hein. La balle part avec une vitesse horizontale de valeur 126 km/h dans un référentiel terrestre supposé galiléen. De masse petit m, on vous dit qu'elle n'est soumise qu'à son poids. Et on vous demande, première question, si l'énergie mécanique de cette balle est constante. Je vous laisse faire l'exercice dans son intégralité et on reprend la correction ensuite. Mettez sur pause. Alors on corrige. N'oubliez pas, on commence systématiquement par le système, le référentiel. Donc ici, le système étudié, c'est la balle de tennis de masse petit m. Le référentiel est terrestre, considéré comme galiléen. N'oubliez pas, c'est vraiment le réflexe numéro 1. Puis ensuite, on va pouvoir répondre à la question et on vous dit que la balle n'est soumise qu'à son poids, qui se trouve être une force conservative. Donc, son énergie mécanique est conservée. Ça, c'est vraiment votre cours. Ainsi, si je l'écris, cette variation d'énergie mécanique, elle sera nulle puisque l'énergie mécanique est constante. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique en B, ici au point de chute, eh bien, moins l'énergie mécanique en A ici, est égale à 0. Donc ça veut dire que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle en B, et puis je vais faire la même chose pour ici, moins l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle en A. Je vais exprimer maintenant ces différentes grandeurs. Et donc j'écris que l'énergie cinétique donc en B c'est 1/2 de mVb, plus l'énergie potentielle de pesanteur, je vous rappelle que c'est la formule mgz, z étant l'altitude. Attention ici, ce n'est pas z puisque l'altitude est représentée par l'expression y, donc plus mg fois yb, moins, parenthèse, ici ECA 1/2 de mva carré, plus mgyA. Et ça, ce terme-là, tout ça est nul. Donc maintenant, je regarde un petit peu quelles sont mes données. Je vois que VA, ici, c'est en fait la vitesse initiale V0, donc VA égale V0. YA, ici, est égal à H. VB, c'est ce que je recherche. Et YB, eh bien, elle est nulle puisque B se trouve au niveau du sol. Donc je peux simplifier cette expression puisque du coup, puisque YB est nul, ben, ce terme-là devient nul. Donc je peux simplifier cette expression en écrivant ceci. Là, j'ai trois termes, ce premier terme, ce deuxième terme et ce troisième terme. Et dans chaque terme, j'ai la grandeur m. Donc je peux la simplifier partout. Et donc j'ai 1/2 de VB carré moins 1/2 de V0 carré moins GH est égal à 0. Eh bien, si j'isole VB, eh bien, je trouve que c'est égal à racine carrée de V0 au carré plus de GH. Pour calculer cette valeur, je fais attention aux unités du système international. Ici, il va falloir que je pense à convertir la vitesse en mètres par seconde. Pour passer des kilomètres par heure en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Après, je n'ai pas d'autre conversion à faire. Donc ici, attention, à nouveau, les unités ne s'écrivent pas dans le calcul. Je les ai grisées pour que vous compreniez bien quelles sont les unités du système international. Et on trouve avec deux chiffres significatifs 36 mètres par seconde. Ce qui équivaut, en multipliant par 3,6 pour l'avoir en kilomètres par heure, à 130 km par heure. Donc vous voyez que la balle, ici, a gagné en vitesse lors de son déplacement. Alors, il y avait une autre façon de raisonner, c'est en utilisant le théorème de l'énergie cinétique pour cette deuxième question-là. En effet, si on applique le théorème de l'énergie cinétique, il nous dit quoi? Que la variation d'énergie cinétique entre le moment initial, donc le point A, et le point final, c'est-à-dire la chute B, eh bien, est égale aux travaux de toutes les forces qui sont appliquées au système. Or, justement, il n'y en a qu'une force. Et cette force, c'est le poids, et qui est une force conservative. Donc, en fait, la somme de tous les travaux des forces, c'est tout simplement le travail du poids. Or, ça, par définition, c'est, on a vu dans le cours, mg ZA moins ZB. Bon, ici, on a vu que Z, ça s'écrit Y, donc on va l'écrire mg de YA moins YB. Mais je vais reprendre cette expression en remplaçant ceci
par ici. Donc on y va. Ça devient donc énergie cinétique en B, 1 demi de mvb carré, moins énergie cinétique en A, 1 demi de mva carré, est égal à, je reprends ce terme-là. Là encore, je peux l'analyser avec les valeurs données. VA, c'est V0, YA, c'est H, YB est nul, et VB, c'est ce que je recherche. Donc là encore, je vois que j'ai un M partout dans ces expressions. Je vais donc pouvoir les simplifier. Ça me donne donc cette expression-là. Et si j'isole la vitesse VB, je retrouve bien la même expression que tout à l'heure, à savoir celle-ci. Donc il y a vraiment les deux méthodes d'utilisation, soit par l'énergie mécanique, soit en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Allez, on termine avec le dernier exercice de cette séquence, le numéro 24, page 254. Le filament d'un canon à électrons émet des électrons avec une vitesse initiale de valeur négligeable. Donc ça veut dire que la vitesse initiale est nulle. Ils sont ensuite accélérés à l'intérieur d'un condensateur plan dont les armatures A et B sont verticales. Donc ici vous avez l'armature A, ici vous avez l'armature B. L'électron arrive en ce point-là, va subir le champ, donc du coup il va subir une force, et une force électrique, et va sortir donc en B. On vous dit qu'on néglige le poids de l'électron devant la force électrique, et le référentiel d'étude est supposé galiléen. Bien, alors montrez en appliquant le théorème de l'énergie cinétique que l'expression de la valeur VB de la vitesse au point B de sortie ici vaut cette expression-là. Donc, on fait une étude classique, on n'oublie pas de commencer toujours par la même chose, système, référentiel, et puis ensuite vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. Allez, vous mettez sur pause, vous essayez de le faire et on corrige après. Donc ici, on commence, système étudié, c'est donc l'électron. Le référentiel, on vous l'a dit que c'était un référentiel supposé galiléen, mais ici c'est le référentiel terrestre. Puis, d'après le théorème de l'énergie cinétique que l'on écrit, eh bien, variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point B, toujours le point initial et jusqu'au point final. Donc c'est énergie cinétique finale, donc c'est-à-dire ici en B, moins énergie cinétique initiale, c'est-à-dire ici en A, est égale à la somme de tous les travaux des forces extérieures appliquées à l'électron entre le point A et B. Il faut toujours l'écrire sous cette forme générale dans un premier temps. Puis ensuite, l'électron n'est soumis qu'à une seule force, la force électrique, qui est due à la présence du champ électrique uniforme. Donc, on va le réécrire en écrivant que c'est le travail de la force électrique. Et puis, il suffit maintenant d'exprimer ECB, ECA et le travail. C'est parti. Alors, ECB, 1 demi de M fois VB carré, M étant la masse de l'électron, donc je l'ai appelé ME, moins 1 demi de masse de l'électron fois VA carré est égal à quoi? Alors, petit rappel ici, le travail d'une force électrique, c'est la charge fois la tension. Ça, c'est l'expression générale. Hein. Donc, on va les réécrire ici. Sachant que la charge ici, eh bien, elle vaut moins E. Donc, il suffit maintenant d'exprimer, de simplifier un petit peu ça, parce qu'on vous dit que la vitesse initiale est de valeur négligeable. Donc, ça veut dire que VA est nul. Donc, puisque VA est nul, eh bien, je vais pouvoir simplifier par cette relation. Et donc, ça devient 1 demi de la masse fois VB carré est égal à moins E fois UAB. Donc, en sortant VB de cette expression, on retrouve ceci. Alors, attention, vous visualisez ici un signe moins. Or, vous savez que sous une racine carrée, on ne peut pas avoir de valeur négative. Donc ici, ça veut dire que UAB est forcément une tension négative. Ensuite, dernière question, comment faut-il modifier la tension appliquée entre les plaques pour que cette valeur de vitesse augmente? D'après cette expression, je peux dire que la valeur de la vitesse est proportionnelle à la racine carrée de la valeur absolue de la tension. Et donc, si V augmente, ça veut dire que la tension appliquée entre les plaques augmente. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris, que vous savez maintenant écrire des équations cartésiennes d'une accélération, d'une vitesse et d'un vecteur position.
que vous savez utiliser aussi le théorème de l'énergie cinétique lorsque nous sommes dans un champ de pesanteur uniforme ou dans un champ électrique uniforme. Voilà les deux situations sur lesquelles vous allez travailler. Donc en cours, nous irons un petit peu plus loin en utilisant maintenant ces différentes expressions pour voir ce que l'on peut calculer à partir des coordonnées cartésiennes par exemple pour trouver l'équation d'une trajectoire et puis travailler ensuite sur cette équation par exemple ou alors en utilisant donc le théorème de l'énergie cinétique. Voilà le travail que nous allons faire ensemble en classe. N'hésitez pas à noter vos questions et on y répondra dès le prochain cours. À bientôt!